l'option d'un troisième dialogue, une position qui surchauffe encore les esprits de la classe politique au lendemain de la prise de position de la conférence épiscopale nationale du Congo. Nous en parlons dans ce journal. Le franc congolais s'est déprécie chaque jour qui passe face à la devise étrangère et les sociales des Congolais. Elle ne fait que dégrader. Adolfo Muzito apporte sa recette pour sauver le pays du bourbier. L'ancien Premier ministre de la RDC propose au gouvernement la relance de la coopération avec les institutions de Bretton Woods pour éviter que les dollars ne franchissent la barre de 2000 d'ici 2017. Si l'on y prend garde, vous suivrez son analyse de la situation macroéconomique dans ce journal qui reçoit pour vous l'abbé Donatien Cholet. Il est secrétaire général de la SANCO. Bienvenue à tous. Monsieur l'abbé Donatien Cholet, bonsoir. Bonsoir. On vous accuse, vous, déjà, je commence directement parce que vous êtes apparemment trop pressé. On vous accuse, vous, l'opinion accuse la SANCO d'être à la base de la situation qui s'y passe dans la classe politique. Pourquoi jeter de l'huile au feu au moment où déjà les esprits sont déjà en surchauffe? Mais qu'est-ce qui compte? La vie des Congolais ou le positionnement politique? Je crois que le dernier message des évêques qui fait problème a commencé par dire la motivation, ce qui a poussé les évêques, en quelle qualité, dans quelle optique se trouvent les évêques. Ils ont dit qu'ils étaient mis par l'évangile et éclairés par la doctrine sociale de l'Église. Et puis le message finissait par une invitation à la prière. Donc c'est dans l'optique de leur mission prophétique comme pasteurs qui sont touchés, sérieusement touchés par la situation, les conditions de vie des peuples congolais. Et ils ont cherché la cause et ils ont responsabilisé le peuple de Dieu, les hommes de bonne volonté, sans arrière-pensée. Mais on vous accuse, vous, de la SANCO, d'être partisan du rassemblement. Est-ce que, selon vous, respecter l'accord du 31 décembre, c'est voir Félix Tshisekedi à la tête de la primature? L'accord du 31 décembre n'est pas l'accord du rassemblement. Vous êtes journaliste, vous êtes témoin de la façon dont cet accord a été accueilli par la population congolaise. Les évêques sont convaincus que c'est l'unique fait des routes capable de sortir le pays dans la crise. La preuve en est que les prétendues solutions qu'on a eues jusque-là ont comme conséquence la situation qui est en train de chuter. Donc ça signifie qu'on n'est pas dans le bon. Mais lors des assises, vous avez dit que non, si les choses bloquaient, vous allez appliquer le plan B. Est-ce que selon vous, la dernière déclaration des évêques, c'est ça le plan B? Bon, appelez ça comme vous voulez, mais l'évocation du plan B était dans un contexte où on était loin d'arriver à un accord. Mais là, on a un accord, il suffit de l'appliquer si on aime vraiment le peuple congolais, de l'appliquer de bonne foi pour que la situation se débloque. Autre chose à ajouter, monsieur l'abbé? Eh bien, je crois que les évêques étaient clairs. Cette fois-ci, ils se sont adressés à la population parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été écoutés par les politiciens qui ne tiennent compte que de leur positionnement, de leurs intérêts. Voilà pourquoi un bon pasteur, les évêques invitent les Congolais à se mettre debout, à se prendre en charge dans la légalité, dans le respect des normes. Et cet appel est accompagné par une campagne de sensibilisation, de manifestations pacifiques. Donc les évêques n'invitent pas les gens à l'insurrection, mais à des manifestations responsables pour faire comprendre aux politiciens qui doivent prendre en compte les aspirations profondes du peuple congolais. Merci, monsieur l'abbé Cholet. Je rappelle ici que vous êtes secrétaire général de la SANCO. Merci. Merci. La 10e session ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-Afrique du Sud a eu lieu dimanche à Pretoria, au pays de Nelson Mandela. Les deux chefs de l'État, Joseph Kabila et Jacob Zuma, ont décidé, entre autres recommandations, de renforcer les coopérations bilatérales sur le plan sécuritaire et politique pour la stabilité, la paix et le développement des deux États. Jacob Zuma a commandé toute ingérence occidentale dans
national dans les affaires intérieures des États africains, notamment en RDC. Pour sa part, Joseph Kabila a tenté de rassurer l'opinion sur la tenue hypothétique des élections dans son pays. Le président de la RDC n'exclut pas l'hypothèse d'un quelconque au troisième dialogue comme une culture congolaise, une position qui passe difficilement dans l'opinion après deux consécutifs sans résultat escompté. Réaction réalisée par Guélanquier et Alain Choukoro. Les dialogues restent permanents en République démocratique du Congo en vue de l'organisation des élections. Cette déclaration du chef de l'État congolais, faite pendant son séjour au pays des Mandela, suscite plusieurs réactions au sein de la classe politique congolaise, notamment celle de Bruno Mavungu, qui en appelle plutôt au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre pour exclure l'éventualité d'un autre dialogue qui ne servira à rien. Un dialogue politique suppose des causes et pour résoudre des problèmes sous forme de résolution. Nous sommes allés déjà à 2 dialogues dans lesquels on a parlé de comment parvenir à des élections apaisées. Et nous avons tiré des résolutions. Mais qu'est-ce qui va... Quelle résolution faut-il encore prendre qui serait différente de celle qu'on avait déjà prise? Daniel Mouyamba, lui, s'insurge contre ceux qui interprètent mal la déclaration du chef de la République. Ses porte-parole du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek restent convaincus que le président Joseph Kabila va organiser les élections crédibles en RDC. Ça veut dire tout simplement qu'il sait comprendre la situation du pays. Vous savez qu'il y a plusieurs problèmes dans notre pays. Il y a l'insécurité, il y a les élections à organiser, ce qui fait que pour le chef de l'État, c'est pratiquement une politique à laquelle il est habitué. Je peux dire depuis son accession au pouvoir, il a toujours voulu que le peuple congolais, que les fils et filles de la République démocratique du Congo puissent se rencontrer pour essayer de parler et trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays. Je ne crois pas que cela est une volonté exprimée à vouloir que les élections ne soient pas organisées. Mais... Cette prise de position du chef de l'État intervient dans un contexte où l'opinion congolaise est inquiète quant à l'incertitude qui plane sur l'organisation ou non des élections dans le délai de l'accord de la Saint-Sylvestre. Autre actualité, la ville de Béni vit au rythme de bruit des tirs, des coups de balles entre les assaillants Maï Maï et le FARDC depuis la nuit du dimanche à lundi. Les forces loyalistes les avaient repoussés dans la matinée, mais l'accalmie n'aura été que pour quelques heures, à la grande déception des habitants sur place au Nord Kivu. Et à en croire Omar Kavota, coordonnateur de la société civile, l'inquiétude est certaine dans la mesure où l'ennemi demeure sur ces territoires. Les dangers est permanent et le pays est en face d'une nouvelle rébellion à cause de ces mouvements qui s'est créé. Il est joint au téléphone par Claudia Issakwa. Il y a une accalmie relative qui s'observe. Les FARDC ayant réussi à chasser ces rebelles Maïmaï qui ont pris d'assaut la localité. Nous condamnons fermement ces actes de vandalisme de Maïmaï. Nous condamnons cette attaque. Et comme nous sommes en train d'alerter les institutions, nous sommes à face d'une nouvelle rébellion, à perspective d'une nouvelle guerre dans les grands noms de la province. On peut associer facilement ce qui se passe dans les territoires de Béni à ce qui se passe dans les territoires de Lubero, tout comme ce qui se passe dans la ville de Béni et la ville de Lutek. Donc, on réalise que les Maïmaï ont coalisé. Tous ces groupes armés Maïmaï s'identifient désormais comme un seul groupe. Aux côtés il y a les ADF, il y a les FDLR, il y a les ex-M23, il y a les prisonniers évadés de Kangwai et ils forment un mouvement qu'ils dénomment Mouvement national des révolutionnaires. Nous devons comprendre que c'est plus que danger. Et heureusement,
nous devons saluer quand même la réponse qu'on est en train de noter, une réponse positive du gouvernement central qui, depuis un certain temps, on est en train de voir qu'il s'observe un renforcement progressif de FRDC dans cette outil. Au-delà des hommes, il arrive aussi à accompagner une dotation conséquente. Nous pensons qu'on va faire face à ces événements et la sortie d'une nouvelle guerre peut être empêchée. Mais le danger est encore certain. Et Béni croit que des inquiétudes persistent dans la mesure où la coalition rebelle rôde dans certaines périphéries de la ville de Béni. Et donc, il y a des équipes de FRDC qui sont en patrouille diurne et nocturne, ce qui fait que la population se trouve rassurée, mais la psychose et l'anxiété règnent toujours parce que l'ennemi n'est pas encore endigué. Vous venez de suivre là Omar Kavota, joint au téléphone par Claudia Essakwa. Retour à Kinshasa, le procureur général de la République vient de séjourner à Kananga dans la recherche des tireurs de ficelles dans l'affaire des tueries à la suite des affrontements entre la milice Kamwina Nsapu et les forces de l'ordre dans cet espace Kassaya. Floribert Kabangenumbi a fait le compte-rendu du déroulement des enquêtes à la presse conjointement avec l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, Joseph Pondé. Le député Clément Kankou, présumé commanditaire de la milice, vient d'être dépouillé de ses immunités parlementaires par le bureau de l'Assemblée nationale sur demande du parquet général afin qu'il soit auditionné sur les indices de culpabilité qui pèsent sur lui. Irène Makino et Adlan Makolo pour plus de détails. Approfondir des informations sur l'affaire Kamwina Nsapu, suivre l'évolution du dossier à la suite de la publication par le journal New York Times des révélations sur l'implication présumée du député national Clément Kankou et la question des fosses communes qui ont été documentées au Bureau conjoint des Nations Unies par les droits de l'homme dans la ville de Kananga. Tel est l'objet de ce point de presse tenu ce lundi par le procureur général de la République et l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une démarche en vue d'identifier avec précision les donneurs d'ordre, les commanditaires, afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. C'est dans ce cadre qu'un dossier judiciaire y est ouvert à charge du député national Clément Kankou, à partir notamment de l'élément sonore se trouvant dans les 10 dossiers, qui reprend une conversation téléphonique entre les 10 députés nationaux recevant le rapport détaillé d'actes de destruction, d'incendie et d'exaction en cours à Tchimbulu en date du 8 août 2016. Concernant les fosses communes, un dossier judiciaire à charge des inconnus est ouvert à l'auditorat militaire supérieur de l'ex-Kasaï oriental. Le commandement opérationnel vient de découvrir d'autres fosses communes sur l'axe Tchikapa-Sumbula et Diboko, localité située dans la province du Kasaï. Une équipe importante sous la conduite d'un magistrat s'est déjà rendue sur les lieux depuis ce samedi 24 juin 2017 sur instruction de M. l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'un petit porteur. Dans l'affaire Kamwina Nsapu, l'un des principaux suspects, le député national Clément Kankou, est devenu invisible et personne jusque-là ne sait donner sa localisation. Entre-temps, les enquêtes se poursuivent. Direction la primature, la délégation des Harrison International Group des États-Unis d'Amérique en ce jour à Kinshasa va concrétiser ses projets en RDC. Elle a rencontré ce lundi le Premier ministre Bruno Tshibala en vue de l'obtention du support du chef du gouvernement. Ces projets qui concernent le secteur vitaux est estimé à une hauteur d'une bagatelle somme de 20 milliards de dollars. Nadine Galola nous fait le point. À la primature, la délégation de Harrison International Group des États-Unis d'Amérique rencontre le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze en vue de la concrétisation de projets dans le secteur vital du pays. On a été à plusieurs phases de réalisation. Maintenant, on veut passer par les concrets, c'est autour de cela. C'est en ce qui concerne la construction du port en eau profonde de Banana, mais également plusieurs autres projets
importants pour le pays dans les domaines miniers, dans les domaines de l'énergie, dans les domaines de l'agriculture. Dans le domaine des infrastructures, par exemple, Harrison International Group va investir dans la construction du port en eau profonde de Banana, évalué à 4 milliards de dollars américains. Mais l'enveloppe globale est estimée à plus ou moins 20 milliards de dollars américains déjà disponibilisés et seront logés dans des filiales de Continental Energy Bank, un de ses partenaires. Précision de Taylor Bayona, directeur de Harrison International Group. These are very long-term projects, but ones that will boost the economy and boost the employment sector here. Que nous venons nous inscrire dans la durée du temps, mais nous commençons par des choses qui commencent à stabiliser l'économie, qui commencent à donner du travail, et surtout mettre une banque en place, une banque ou des banques en place qui vont recevoir tous ces flux de financement dont nous avons parlé. Pour rappel, Harrison International Group avait signé ce protocole d'accord de partenariat avec le gouvernement congolais depuis novembre 2011 et attend justement du Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze les supports nécessaires pour la concrétisation de ces 10 projets. Société à présent, la Régie des eaux est dans la phase de placement de robinets couplés au compteur dans quelques quartiers de la ville de Kinshasa. La commune de Massina au quartier Petro-Congo est la première à vivre ces nouveaux vents de la révolution de la modernité dans la fourniture en eau potable. Ceci permet aux abonnés de la Régie des eaux de ne payer que ce qu'ils ont consommé en lieu et place des factures forfaitaires tant décriées. Un reportage signé Didi Shimuna. À Kinshasa, non seulement que l'eau jaillit difficilement des robinets dans certains quartiers de la capitale congolaise, mais aussi la situation est encore plus compliquée pour ceux qui consomment de façon intermittente l'eau de la Régie des eaux. Et pour cause, l'augmentation exponentielle des tarifs de consommation. Quelques abonnés ont en effet exprimé leur exaspération. L'irrégularité de la desserte depuis les débuts de la saison sèche inquiète les abonnés qui s'interrogent sur les motivations profondes des hausses des factures constatées. Mais dans quelques jours, les lotos les 20. Dans 10 jours, on m'a prélevé. Est-ce que moi, on va prélever? On a facturé 21 000, 35 000, 40 000. Net na lupango na ngao tozaba combien? C'est manga ngamo propriétaire na kata lupango na bana nanga ici. À tout dire, les augmentations opérées devraient faire l'objet d'une sensibilisation à grand renfort médiatique pour que les abonnés parviennent à saisir la portée de ces sommes additionnelles.